Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Nous sommes en présence d'un professeur principal. C'est très rare d'avoir l'occasion d'échanger sereinement avec un professeur principal, donc je suis très heureuse de vous apporter ça, chers parents. Voilà, donc Axel est avec nous. Axel, peut-être que vous pouvez vous présenter et puis dire où est-ce que vous êtes professeur principal et en quelle matière peut-être vous enseignez? D'accord, oui. Alors donc moi je suis, Axel Villarreal, je suis, enseignant, d'histoire-géographie au lycée Externat Chavagne à Nantes, donc c'est un lycée de centre-ville et donc je suis, professeur principal en classe de terminale et j'ai, en charge 5 classes. Donc j'ai 3 terminales, 2 premières en histoire, géographie et en EMC. Et vous êtes professeur principal d'une seule classe ou de plusieurs Oui, classes? non, on peut être professeur principal que d'une seule classe. Voilà. D'accord. Oui, parce Alors, que c'est déjà suffisamment de travail. oui, c'est ce qu'on va voir justement. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, c'est votre casquette orientation qui complète votre enseignement d'histoire-géographie. Donc l'idée, là, ça serait de nous raconter peut-être un peu en quoi consiste votre rôle. Est-ce qu'on peut commencer par tracer un peu les grandes lignes et puis après on va rentrer dans le détail de certaines d'entre elles? D'accord. Alors factuellement, le rôle de PP, c'est d'abord un rôle, purement administratif. On va dire, on a une obligation administrative, on a une responsabilité vis-à-vis, des parents et des élèves. On est en charge de la classe, donc notre fonction principale, c'est le suivi des élèves dans toutes les dimensions qui sont liées à leur scolarité, à leur orientation. Et après, il y a une dimension, donc administrative, c'est-à-dire que le professeur principal, c'est lui qui fait le lien entre l'équipe pédagogique, les familles et les élèves. Donc quand je dis l'équipe pédagogique, c'est, l'intégralité des professeurs, de la classe. Et puis ensuite, c'est aussi lui qui préside le conseil de classe, qui a des contacts avec, les délégués des parents ou avec, les parents de manière privilégiée quand cela concerne la classe, pas quand ça concerne forcément, une matière en particulier. Et puis ensuite, pour ce qui est de la responsabilité de professeur principal en classe de première et de terminale, ce sont les principaux référents dans la procédure Parcoursup. Donc par exemple en terminale, c'est le professeur principal qui s'assure que tous les élèves s'inscrivent bien sur la plateforme, que les vœux sont réalisés, en adéquation avec, le projet d'orientation. C'est aussi le professeur principal qui rédige, un certain nombre d'appréciations sur la fiche à venir, qui s'assure que les profils des élèves, dans toutes les dimensions de leur scolarité sont bien remplis sur la plateforme. Donc là, il y a une partie, très, très administrative et donc voilà, c'est principalement ça, le travail, en terminale. Si on parle de Parcoursup, vous avez une interface Parcoursup qui est dédiée au professeur principal, c'est ça? Oui, alors en fait, on a une interface de suivi. Ça veut dire que moi, par exemple, quand les élèves, font leurs vœux sur Parcoursup, j'ai accès, à quasiment l'intégralité de leur dossier. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à l'orientation, j'ai accès. Donc j'ai accès à leurs vœux, les sous-vœux et cetera. J'ai accès à leur dossier aussi, rempli, mais tout ce qui est, informations, confidentielles, par rapport à profession des parents, les coordonnées et cetera. Tout ça, ça n'est pas disponible. Donc nous, on a juste une interface qui nous permet de vérifier, par exemple, que tous les élèves ont bien fait des vœux, qu'ils ont bien rempli toutes les cases qu'ils doivent remplir, et que tout ça est bien conforme. Alors on ne fait pas tout ça tout seul, hein, il y a quand même la direction des études et le secrétariat des études qui repassent derrière nous, mais c'est quand même nous qui devons nous assurer tout au long de l'année que la procédure est bien suivie dans les délais. Voilà. Est-ce que, en tant que professeur principal avec cette interface de Parcoursup, vous pourriez, décocher un vœu ou rajouter un vœu à un Non, élève? non, ça c'est pas possible. Non, non, ça c'est pas possible, l'interface, nous, on a juste donc une interface de consultation sur ce que les élèves font ou souhaitent faire et nous, après, on a quelque chose que nous, on doit remplir, donc on y reviendra. On a des appréciations à rentrer, on a des compétences à évaluer avec les collègues, sur la plateforme Parcoursup, mais en aucun cas on ne peut, intervenir dans les choix d'orientation des élèves.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs choses. Donc les élèves, eux, sont souverains. Ils ont un accès à un compte qui est un compte personnel. Nous, on n'a pas du tout accès au code, on n'a pas accès, on peut rien faire, à leur place, vraiment rien. On peut simplement consulter et si on estime qu'il y a un problème ou on identifie quelque chose qui peut être, bloquant et ben là, on en parle aux élèves, on en parle aux familles. Mais, non, on ne peut pas se substituer, au choix des familles et des élèves. Ça, c'est clairement impossible et illégal. OK. En amont de Parcoursup, avant que les élèves puissent, insérer leurs vœux, donc ils ont, réfléchi. Alors ils ont réfléchi pour certains avec leurs parents, Mmh. d'autres avec un conseiller d'orientation qu'ils ont vu au lycée. Mmh. Mais il y a aussi un rôle du professeur principal, c'est ça, d'accompagner quand même cette réflexion à l'orientation. Et oui, et ils sont très demandeurs les élèves parce qu'en fait, bon, il y a plusieurs dimensions. En fait, bon, alors je vais parler plutôt de ma pratique, comme ça ce Mmh. sera peut-être plus clair. Moi, par exemple, en début d'année, alors tous les professeurs principaux le font pas. Moi, je trouve ça très important, mais ça demande du temps. Donc je reçois à partir du premier jour de la rentrée jusqu'à à peu près la fin du premier trimestre, tous les élèves en entretien individuel. Donc je les prends, donc j'ai entre 32 et 34 élèves par classe. Donc on prend 10 minutes et on fait un point sur, le parcours jusqu'à la terminale, c'est-à-dire, concrètement, quelles sont les options, les spécialités qui ont été choisies et cetera et quels sont les vœux d'orientation, donc les vœux réels et les vœux potentiels et en fait, ça permet d'avoir déjà un bon aperçu du profil de l'élève parce qu'on ne les connaît pas toujours, hein, quand ils arrivent en terminale et de voir si c'est cohérent avec, le parcours scolaire et avec après, ce qui est fait pendant l'année. Et en fait, c'est intéressant de le faire parce que ça permet aussi aux élèves, nous, ça nous permet de les connaître et puis quand, par exemple, j'identifie qu'il y a un élève qui est un peu, fragile, par exemple en histoire-géographie et qu'il souhaite faire, une formation dans le supérieur qui est en lien avec l'histoire-géographie, ça permet de proposer des mesures de remédiation. C'est-à-dire, voilà, il y a des élèves qui parfois, se loupent sur une évaluation. Ça permet de proposer un rattrapage. Donc là, encore une fois, hein, tous les professeurs font pas ça parce que ça demande du temps. Mais, moi, je trouve ça important de le faire. Et ça Et juste donc une question parce que ouais, là, autant je comprends sur un projet, d'orientation dans lequel oui, qui est en lien avec votre matière à vous. voilà, voilà. Ça, je trouve ça assez Ouais. évident parce qu'à la limite, je pense que vous connaissez bien un peu les Mmh. débouchés qui sont, liés à votre matière. Mais, si vous êtes professeur d'histoire géo et j'ai Oui. un jeune qui veut faire de la, biochimie dans l'espace, Oui, qu'est-ce que je voilà. oui. Non, Oui, mais alors, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, effectivement, donc on renvoie beaucoup les élèves aux personnes compétentes. Donc c'est-à-dire que moi, en fait, mon travail, c'est aussi de faire, le tri entre ce que je peux traiter et ce que je ne peux pas traiter. Moi, mon travail en matière d'orientation, il, réside surtout dans le questionnement que les élèves vont opérer dès le début de l'année en terminale. C'est-à-dire, par exemple, moi, je ne suis pas compétent pour toutes les formations, mais par exemple, un élève me dit: «Ben, moi, je veux faire une prépa scientifique parce que je veux faire de l'astrophysique». Je suis absolument pas compétent pour lui dire s'il est qualifié ou pas pour le faire. Mais par contre, j'essaye de comprendre pourquoi il souhaite faire ça. Est-ce que c'est un projet mûri ou est-ce que c'est, un projet qui est un peu, arrivé comme ça, 1 semaine avant parce qu'il ne savait pas quoi me dire, donc voilà, il a demandé à ses camarades et cetera et donc d'essayer d'avoir une première approche et de voir jusqu'à quel point le projet est solide. Si le projet est solide, bah, tant mieux, on va lui dire de consolider ce projet-là, de continuer, d'aller faire des salons et cetera, donc ça, c'est ce que tous les profs, conseillent et puis si le projet n'est pas tout à fait, solide ou affirmé, on prend davantage de temps, soit moi, soit je le renvoie vers, des collègues, qui font ça au lycée ou, le collègue de la spécialité concernée. En l'occurrence, quand c'est des prépas scientifiques, vers les profs de spécialité maths ou spécialité, physique-chimie et moi j'encourage toujours les élèves à creuser leur projet. C'est-à-dire que beaucoup attendent, du prof une réponse. Moi, j'ai pas de réponse à leur donner, simplement des questions. Ils doivent se poser des questions, donc je les incite à se poser des questions. Voilà. Donc ça, voilà, c'est le je dirais, l'essentiel du travail, en tant que PP en début d'année sur l'orientation, quand on n'est pas compétent dans on va dire dans la oui, filière choisie quoi, par oui. les élèves, visés. Et est-ce que vous avez des temps de classe en grands groupes dans lesquels vous êtes, censés, faire avancer le sujet Non, d'orientation? non, aucun. D'accord, En donc fait, il y c'est a pas de en terminale, il y en a aucun. Donc moi, je le prends sur mes temps de cours parce qu'en fait, je suis, donc professeur d'histoire géo et il se trouve que l'histoire géo, c'est du tronc commun.
Donc c'est pas de la spécialité, ça veut dire qu'il y a pas d'évaluation finale. Ce qui fait que si on finit le programme ou si on ne finit pas le programme, ça n'a pas de conséquences sur la scolarité des élèves. Donc on peut se permettre de prendre 1 heure ou 2 pour, former les élèves, prendre ce temps nécessaire en groupe pour que les questions émergent et qu'on puisse faire un suivi, pertinent. Mmh. Voilà. Mais sinon non, il y a pas d'heure pour ça. J'ai une question aussi par rapport au conseil de classe qui a lieu, alors, selon les établissements au premier trimestre, au premier semestre de terminale. Mmh. Est-ce que ce qui est mis au conseil de classe est lié à l'orientation? C'est-à-dire est-ce qu'il y a une vraie réflexion des professeurs dans votre expérience, Oui. en lien avec Oui, oui, l'orientation? oui, oui, oui. C'est l'essentiel du travail en conseil de classe, c'est de faire des évaluations sur le projet d'orientation et en fait, c'est le seul moment, vraiment le conseil de classe, c'est pour ça que ça dure longtemps, où on a la possibilité de se réunir toute l'équipe pédagogique Mmh. et de statuer sur, les élèves individuellement. Donc parce qu'en fait, par exemple, ben, comme vous l'avez bien dit, moi je suis en histoire géo, je suis pas en spécialité maths, donc un élève qui fait, spé maths et spé, physique chimie, ben, je le connais pas aussi bien que mon collègue de spé, maths ou physique chimie et parfois moi je peux avoir une vision, tronquée de l'élève, c'est même très souvent et donc c'est le seul moment en conseil de classe où on a une vision, à 360° et où on est capable tous de donner notre sentiment, de parler du projet d'orientation et de voir s'il y a des problèmes, comment y remédier. Ouais, ouais, ça c'est vraiment le rôle du conseil de classe, quoi. Et en tout cas, nous au lycée, là où je suis, c'est l'essentiel du discours au conseil de classe, c'est ça, quoi. C'est la seule chose qui nous importe. Après on a de bons élèves, donc voilà. Si on revient sur Parcoursup, donc Mmh on a vu que les élèves étaient souverains dans leurs vœux. mh. Mmh. Ils ont, dans la plupart des vœux, des lettres de motivation à rédiger Mmh. et la rubrique activité centre d'intérêt aussi qui doit être Ouais. rédigée. Est-ce que ça, vous avez un regard dessus? Est-ce que vous avez la possibilité de les aider ou l'envie de les Oui. aider? Oui. Alors, pour les activités, je crois qu'on peut voir. Moi, j'ai jamais regardé parce que ça ne pose, jamais de problème. Les élèves, ils savent exactement comment remplir ça, de mon expérience. Pour la lettre de motivation, c'est plus compliqué. Donc moi, je les forme, à l'écriture de la lettre de motivation. Chaque année, je garde les meilleures lettres produites par mes élèves, en terminale et je les donne à la terminale suivante. Comme ça donne des inspirations. Ça les rassure beaucoup parce qu'ils se rendent compte que, bah, il y a des élèves qui ont eu de très bonnes formations sans faire des lettres de motivation forcément, magnifiques. Mais oui, on doit le faire. Les élèves sont très angoissés par cet exercice-là, donc moi je prends le temps pour le faire. Je prends le temps sur mes cours pour le faire. Alors, un autre aspect qui est évident et qui prend beaucoup de temps, c'est la fiche à venir, ou les fiches à venir d'ailleurs, on devrait dire, je pense. Est-ce que Mmh. vous pouvez peut-être nous resituer, nous réexpliquer cette fiche à venir et qu'est-ce que vous devez y faire figurer? Alors, la fiche à venir, en fait, c'est la fiche qui, reprend intégralement la scolarité d'un élève. Donc il y a les bulletins de première et de terminale, de toutes les matières, avec les appréciations trimestrielles et des appréciations qui sont destinées directement à la fiche à venir. Donc par exemple, donc pour vous donner, concrètement ce que ça veut dire que pour l'histoire géo, par exemple, mais c'est pareil pour toutes les matières, on va écrire, une appréciation à destination des élèves par trimestre et après on a une autre, dans l'interface qui est à notre disposition en tant que professeur, on a une autre appréciation à faire figurer, qui est une appréciation spécifique pour la fiche à venir, qui intervient donc à la fin du deuxième trimestre et donc là, c'est une appréciation transversale sur, les 2 trimestres qui figure sur la fiche à venir. Donc ça, c'est, pour chacune des matières et ensuite, il y a une appréciation à remplir pour le professeur principal sur l'intégralité de la scolarité de terminale, toutes matières confondues, en lien avec, les appréciations du conseil de classe qui figurent sur la fiche à venir et qui est là plutôt pour, on va dire, mettre en avant des qualités principales de l'élève observées pendant l'année, qui sont pas toujours dépendantes de la scolarité en tant que telle. Par exemple, il y a des élèves qui sont des moteurs de classe, ils ont un très bon esprit d'équipe. Ça apparaît dans quelques appréciations, ben, le professeur principal peut, prendre la décision effectivement de mettre ça dans, l'appréciation fiche à venir, PP pour appuyer ce savoir-être, dirons-nous. Voilà, Ça veut dire qu'il y a 3 niveaux un peu d'évaluation qualitative, avec les c'est ça. commentaires.
lié Ouais, au bulletin, à chaque semestre ou à chaque trimestre, c'est ça. la fonction enfin, l'aspect général de la matière et puis le commentaire du professeur principal. C'est ça et à ça, on ajoute aussi les compétences. Donc en fait, il y a une autre, donc là, c'est encore, un autre dossier dans Parcoursup. En fait, il y a l'évaluation qualitative, on va dire, rédigée. Donc ça, c'est ce que vous voyez, les appréciations et après, il y a une partie plus alors c'est aussi qualitatif, mais c'est des cases à cocher. En fait, par exemple, en histoire-géographie, mais c'est pareil dans toutes les matières, il y a un référentiel de compétences de l'éducation nationale qui dit que, par exemple, en histoire-géo, il faut maîtriser la compétence, analyser un document, historiographique ou, d'histoire. Alors je me rappelle plus exactement des intitulés, mais c'est de base ce qu'un élève est censé maîtriser à la fin d'un trimestre ou d'une année, d'histoire-géographie et donc nous, on doit dire pour chacune de ces compétences-là, il y en a 4 par matière en histoire-géo, en histoire, en géo et en EMC et on doit dire si, oui ou non, l'élève valide cette compétence, la valide moyennement, ne la valide pas ou la valide, très bien. Pour que je comprenne, ces compétences-là, encore une fois, j'ai un élève qui veut faire, la biochimie dans l'espace. Lui, Mmh. l'analyse de documents historiques, bon, bah, c'est bien s'il la Ouais. maîtrise, mais c'est pas essentiel. Vous êtes quand même obligé de cocher la case, enfin, de l'évaluer sur cette compétence-là? Oui, alors en tant que professeur d'histoire-géographie seulement. C'est-à-dire que moi, c'est les on va dire les recruteurs de la formation en astrophysique, ils vont regarder les compétences qui les intéressent. Donc ils vont regarder les compétences de la spé maths et donc là, c'est par contre, c'est le prof de spé maths et lui uniquement qui s'occupe de cette évaluation-là. Moi, je n'évalue que ma matière et la seule chose que j'évalue en tant que PP, c'est les compétences transversales donc c'est méthode de travail, autonomie dans le travail. Et Donc si ça, on donc reprend les études supérieures ont accès oui, à enfin, la note donnée ou le niveau donné, oui, de chacune des compétences. Effectivement, si c'est des compétences qui les intéressent, ils peuvent aller piocher, trier, chercher exact. ces Voilà, compétences-là. c'est Donc ça. on regardait là, par exemple, les critères, c'est aucune évaluation, non évaluable, non maîtrisée, insuffisamment maîtrisée, maîtrisée ou bien maîtrisée. Donc ça, c'est C'est le ça. Voilà, donc par exemple là, maîtriser des repères chronologiques et spatiaux et contextualisés. Donc aucune évaluation, ça veut dire, bah, je n'ai pas pu l'évaluer dans l'année, donc je ne sais pas. Supprimer cette évaluation, c'est nul et non avenu, mais bon, je ne sais pas pourquoi on peut le faire. Non évalué, donc ce je ne l'ai pas évalué ou je n'ai pas pu l'évaluer parce que l'élève, par exemple, était trop absent. Non maîtrisé, donc non, hein, insuffisamment maîtrisé, maîtrisé ou bien maîtrisé. Donc tout ça, c'est à faire élève par élève, professeur par Ouais, professeur, sur autant de compétences qui sont listées, j'imagine, par l'éducation nationale, exact. dans Bah, l'ensemble des compétences qui doivent être acquises à la fin du cycle. voilà. Donc là, on est est-ce que c'est considéré comme la fiche à venir de votre interface, ça? Alors ça, c'est la fiche à venir, ouais. Oui, oui. C'est ce qu'on Euh, appelle le LSL, Parcoursup. Ouais, d'accord. Donc on a eu les notes, les commentaires transversaux, les commentaires du professeur principal, les compétences matière par matière. c'est ça. Sur un niveau de 1 à 4. Mmh. Heu et puis ensuite, il y a, de ce que j'ai compris aussi, cette notion de dire, le vœu demandé par l'élève nous paraît Voilà. cohérent, pas cohérent et cetera, C'est c'est ça? ça. Donc ça en fait, c'est en le conseil de classe du second trimestre statut, donc moi, par exemple, au deuxième trimestre, juste avant la fin, enfin le conseil de classe, je distribue une fiche à mes élèves où les élèves, donc normalement, ils ont réalisé tous leurs vœux et ils vont classer leurs vœux par hiérarchie. C'est enfin, en fait, ils vont dire: «Ben, moi, ce que je veux vraiment, c'est ça, puis après D'accord, mais j'accepte de faire ça, c'est ça». une Voilà. volonté, Voilà, c'est leur volonté. personnelle de leur demander en tous les cas. Exactement et donc nous, après, lorsqu'on est en conseil de classe, on a ces fiches sous les yeux et lorsqu'arrive donc le cas de l'élève, hein, quand on évalue son trimestre, on regarde ses vœux et le conseil de classe, de manière collective, se prononce soit très favorable, soit non favorable, je crois, ou à redéfinir, je ne sais plus quelle est la formule, sur les vœux d'orientation de l'élève. Donc par exemple, hein, je vous donne un exemple, classique, vous avez des élèves, qui ont, par exemple 12 de moyenne,
en spécialité, qui ont un profil, voilà, d'élèves moyens, qui vont demander des prépas parisiennes, type Ginette, en maths ou en physique. Bon, bah, on sait que c'est impossible, hein, puisque Ginette recrute à 19 de moyenne. Donc, bah, là, si l'élève persiste, dans son choix d'orientation malgré, les différentes discussions qu'on a pu avoir, ben, le conseil de classe peut émettre un avis défavorable pour ce choix d'orientation. Et cette fiche Voilà. à venir avec le choix défavorable sera vue par, bah, là, par Ginette en question qui Oui, est à Versailles et donc qui probablement, comprendra que ce n'est pas cohérent, en tout cas que le professeur principal et le conseil de classe a jugé que ce n'était pas cohérent comme c'est vœu ça. par rapport au profil de l'élève. Ils peuvent quand même passer outre, j'imagine, s'ils en ont Oui, avis, mais c'est un avis qui est donné, voilà, c'est un avis complémentaire qui est donné c'est et ça, ça. vous devez le faire donc pour les 20 vœux, enfin les 10 vœux, plus les 10 vœux en apprentissage et les sous-vœux, j'imagine? Mmh. Ouais. Et là Oui, alors on le fait pas, on le fait sur des grands groupes de vœux. Donc, oui, on se prononce sur tous les vœux, d'accord. quasiment. Donc nous, on oblige les élèves de toute façon, à faire donc, ils font les vœux qu'ils souhaitent, mais nous, on oblige toujours les élèves à faire des vœux non sélectifs, pour qu'ils Mmh, soient sûrs d'avoir quelque chose, qu'ils ne finissent pas sur la procédure de rattrapage de Parcoursup. Donc, OK. voilà, ça nous c'est quelque chose qu'on impose au niveau de l'établissement. On a fait un gros tour là de cette fiche à venir. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous devez compléter? Et puis, en dehors de cette fiche à venir et du conseil de classe et de l'accompagnement individuel, est-ce Mmh. qu'il y a d'autres fonctions de professeur principal sur l'orientation? Sur la fonction de bah, tout ce qui est lié aux parents, aux rendez-vous d'orientation, oui, ça, c'est une part importante. Donc ça dépend des années, hein, mais on est les référents orientation des élèves malgré tout. Donc on prend beaucoup de temps pour discuter avec eux en fin de cours, sur des temps dédiés, sur le temps libre des élèves, et sur notre temps libre aussi pour discuter, pour, faire, mûrir un projet d'orientation. On peut leur mettre aussi des ressources à disposition et on prend surtout souvent, notre rôle, c'est surtout d'être, vraiment une sorte de courroie de transmission entre, les parents et l'élève. Parfois, ça peut être un peu difficile, donc voilà, c'est aussi notre rôle. Les parents qui viennent vous voir au sujet de l'orientation, qu'est-ce qu'ils viennent chercher auprès de vous? Ils viennent chercher justement d'être rassurés, d'avoir, une Oui, expertise? d'être rassuré, beaucoup. Beaucoup de parents sont très inquiets par rapport, ben, à ce qu'on vient de décrire. En fait, vous voyez bien que Parcoursup, c'est une usine à gaz. Il y a beaucoup de choses, en fait, sur cette plateforme. Les parents ne savent pas véritablement, que ce qui est pris en compte par, les différents organismes de formation, ce qui pèse ou ce qui ne pèse pas sur un dossier. Donc en fait, ils ont besoin d'être rassurés, d'être informés. La plupart du temps, c'est ça. En fait, pour être tout à fait honnête, la plupart du temps, les relations avec les parents portent sur, des problèmes identifiés pendant l'année, avec des professeurs, des notations peut-être parfois trop sévères, qui inquiètent beaucoup les parents. Parce que en fait, ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais la procédure Parcoursup impose que les professeurs évaluent régulièrement les élèves pour que en fait les moyennes soient significatives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un seul contrôle sur un trimestre parce que ce soit à la hausse ou à la baisse, ça n'est pas, représentatif d'un niveau. Donc par exemple, un élève pourrait se retrouver avec 20 de moyenne un trimestre et 5 de moyenne un autre trimestre parce qu'on n'a fait qu'une seule évaluation, que la première il l'a bien réussi, que la deuxième il l'a mal réussi. Donc on est contraint de faire 3 évaluations par matière par trimestre. C'est beaucoup de stress pour les élèves, c'est beaucoup de pression et donc, chaque note devient, un combat, à la fois pour les parents et pour les élèves et nous, on le comprend, mais voilà, c'est souvent ça, hein, les contacts avec les parents. C'est des parents qui ne comprennent pas les notations, qui ont peur que, une note puisse, compromettre l'avenir, de leur enfant, ce qui est tout à fait, compréhensible. Donc nous, notre travail, c'est effectivement d'expliquer, d'essayer de trouver des moyens d'arranger les choses. Voilà. Vous me disiez en préparant cet entretien que vous aviez quantifié certaines de vos actions. Vous avez des chiffres à nous livrer? Oui, alors, je vous les livre comme ça Allez-y, ou, balancez. alors, bah, si j'ai fait la liste, en fait, c'est qu'on se rende compte,
de cette charge invisible, hein, qui pèse sur, chacun des professeurs et sur le professeur principal et pour que les parents puissent aussi, comprendre parce que la plupart des professeurs, hein, moi, on comprend beaucoup le stress que génère Parcoursup. En fait, si c'est un stress pour les parents, il faut aussi, prendre en considération le fait que c'est un stress pour les professeurs, que pour nous, c'est très difficile aussi, hein, de d'évaluer les élèves, avec justesse et de le faire très souvent. Donc pour vous donner un ordre d'idée, 3 évaluations par trimestre, c'est 3 fois 32 copies par trimestre. Donc ça veut dire que j'ai 96 copies par classe et 480 copies par trimestre, toutes classes confondues, parce que j'ai 5 classes de 32 élèves. Si je mets 10 minutes pour corriger une copie, c'est très difficile, une copie de première ou de terminale, de descendre en deçà de 10 minutes pour que on puisse lire, s'approprier, l'argumentation d'un élève et cetera. Donc 10 minutes par copie, c'est le minimum que l'on puisse se consacrer à une copie. Ça veut dire que pour corriger 3 évaluations par trimestre, par classe, je passe 16 heures. Donc vous multipliez ça par 5, ça veut dire que j'y passe 80 heures à ne faire que de la correction de copie en plus de mes cours, soit 26 heures par mois, hein, puisque je divise par 3. Donc, vous voyez, c'est quand même une charge assez importante. Donc ça explique aussi pourquoi les évaluations, on met du temps à les rendre, hein, donc voilà. Après pour ce qui est des appréciations, on parlait tout à l'heure des appréciations. Donc moi je dois remplir, une appréciation par matière. Donc j'ai histoire, géographie, EMC. Donc pour histoire géo, c'est une seule et même appréciation. EMC, c'est une appréciation et après au deuxième trimestre, je dois remplir une appréciation sur la fiche à venir. Donc j'ai 5 classes, donc j'ai 32 élèves par classe, donc je remplis 32 appréciations fois 5 classes, ça fait 160 appréciations en histoire, 160 appréciations en EMC, soit 320 appréciations par trimestre. À ça, je rajoute pour le deuxième trimestre la même chose pour la fiche à venir. Donc 160 appréciations, ça fait 480 appréciations pour le deuxième trimestre. Donc en moyenne, hein, si on prend 2 minutes par appréciation, hein, j'ai fait le calcul, ça fait 16 heures de travail. Donc à ça, vous ajoutez l'appréciation du professeur principal, donc 32 appréciations, puis les notations de compétences. Donc là, bon, c'est que des cases à cocher, hein, mais on a 4 cases à cocher par matière, fois autant d'élèves qu'on a. Ben, vous voyez, j'ai 128 compétences à cocher en histoire et 128 en EMC, donc j'en ai 256 par classe, c'est-à-dire que j'ai 1280 cases à cocher par trimestre. Alors, en fait, ça en devient complètement, je dirais, stupide, en fait, dit comme ça. On se rend compte du côté incohérent de ce travail. C'est-à-dire qu'on peut pas. Moi, j'aimerais rédiger une belle appréciation qui reflète bien le niveau d'un élève pour chacune de mes classes à chacun de ces trimestres, mais c'est pas possible parce que on peut pas. Enfin, concrètement, la charge de travail, la charge administrative est trop importante. Voilà. Mmh. Je vous assure que passer 16 heures à remplir des appréciations, c'est pas un plaisir. Ça, on y passe. J'imagine et en même temps, on sait que, bah, pour les élèves et leurs dossiers, c'est essentiel et Eh oui, important et valorisant aussi parce qu'ils vont les lire, en fait, les fiches à venir. On les voit pas avant c'est d'avoir ça. validé la procédure, mais a posteriori, on peut voir ce qu'a dit de nous le professeur principal et les différents professeurs et ça, Mmh. c'est quand même très valorisant, en fait, pour un élève qui s'est donné du mal et qui, voit son travail, valorisé de manière avec un beau commentaire par le professeur principal C'est ou vrai. professeur, c'est un vrai cadeau. C'est vrai, mais ça se perd. Vous voyez, moi, par exemple, donc ça, c'est personnel. Moi, je prends le parti d'être, le plus laconique possible dans mes appréciations et de faire mes vraies appréciations aux élèves de vive voix. C'est-à-dire que moi, je dis toujours aux élèves, ce que je pense d'eux. Je leur dis, voilà, quand c'est bien, quand c'est pas bien, je leur dis que c'est pas bien et je mets une appréciation très neutre parce que, sauf quand vraiment c'est exceptionnel, je vais, prendre ma plus belle plume pour essayer de mettre en avant, mais malheureusement, on n'a pas le temps de faire des appréciations trop personnalisées, sachant qu'en plus, les mots peuvent être mal interprétés d'un côté comme de l'autre. Donc par exemple, moi je me souviens à l'époque où j'étais, scolarisé, les professeurs faisaient voilà, il y avait de belles appréciations et cetera. Aujourd'hui, on peut plus se permettre de faire ça Mmh. parce qu'on ne sait pas, comment va être perçue l'appréciation de l'autre côté. Parfois, ce sont des humains qui lisent, qui comprennent, parfois ce sont des intelligences artificielles ou des logiciels et donc voilà, faut être neutre. Il faut mettre en avant simplement ce qui concerne l'évaluation de la compétence de l'élève donc voilà, il y a des mots clés quoi.
travail satisfaisant, excellent travail, très bon trimestre, c'est des choses comme ça. Donc c'est pour que les parents comprennent aussi que, effectivement maintenant c'est plus difficile de lire dans un bulletin le niveau réel de son enfant, que ça ne l'était il y a 20 ans. Mmh. C'est le sentiment que j'ai, hein. Je ne sais pas si c'est partagé dans tous les établissements à tous les niveaux. Je parle juste pour moi, pour la terminale, au lycée, là où je suis. Super intéressant. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas couvert, quelque chose que vous auriez envie de partager avec les parents? Ben, non, je pense qu'on a quand même fait le tour. Moi, je dirais aux parents que, dans la majorité des cas, je conseille vraiment aux parents de dialoguer le plus possible avec, l'équipe pédagogique, de pas hésiter à envoyer des mails, pas forcément pour se rassurer, mais de dialoguer, d'ouvrir un canal de dialogue dès le début de l'année avec le professeur principal pour éviter les incompréhensions, les problèmes, les tensions. Et que l'orientation, c'est un travail qui est partagé, hein. C'est-à-dire que nous, on n'est qu'une facette de l'éducation au sens, général du terme. On fait avec les parents. Moi, j'ai besoin des parents au quotidien, j'ai besoin que les parents, ils suivent leurs enfants, qu'ils amènent les enfants à se poser les bonnes questions et s'ils savent pas faire, qu'ils demandent aux professeurs, voilà, de les aider et c'est que quand les 2 côtés communiquent bien, que ça se passe bien. Voilà. Mmh C'est-à-dire, mh. moi, ça m'est arrivé, voilà, des élèves, les parents avaient pas du tout la bonne vision, du niveau, de leur enfant, et c'est en discutant qu'ils se sont rendus compte que, voilà, une prépa, c'était pas forcément, envisageable et assez tôt dans l'année, ils ont pu travailler avec leur enfant et ils ont trouvé, quelque chose qui convenait plus d'ailleurs, à cet élève-là, qui lui plaisait plus. Mmh. Mais ça, on peut voilà, il faut pas attendre le dernier moment, il faut pas attendre, les premiers conseils de classe, il faut le faire, voilà, il s'agit de l'avenir, hein, quand même des jeunes et puis, faut vraiment pas hésiter. À voir l'école comme plutôt un allié que comme un ennemi et il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des problèmes, il y a toujours des professeurs avec lesquels on a du mal à discuter, mais voilà, il faut essayer le plus possible de le faire parce que c'est hyper important et que ça permet aussi de soulager d'un côté comme de l'autre le stress et la charge de travail. Ouais, c'est mon avis. Voilà, c'est comme ça que moi je pense en tout cas les choses. Nous aussi chez Azimut, on prône le dialogue, l'échange avec, les professeurs. On trouve ça très important que les parents, et les jeunes aussi, soient dans un échange, le plus régulier possible. Mmh. Pour être sûr que ce soit pas au dernier moment et en catastrophe. Mmh. Ouais, surtout il faut éviter effectivement ça, quoi. Mmh. Mmh. Axel, un grand merci de votre temps, de la préparation que vous avez donnée aussi à cet épisode, de la réflexion que vous avez menée et puis tout le travail que vous faites. Donc merci beaucoup, pour cet, entretien. Bah, je vous en prie, merci. Merci à vous. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.